Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Nous allons démarrer avec notre programme. Comme la politesse oblige, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Patrick Kaendo. Je suis doctorant en gynécologie obstétrique à Tanger Medical College. Et je remercie le comité organisateur de m'avoir associé à cet événement en qualité de modérateur. Je vais vous donner un bref aperçu du programme de cet après-midi. Étant une manifestation officielle, vous allez souffrir d'entendre, d'écouter certains discours. On en aura 3. Et puis, sera suivi par les exposés de nos différents intervenants. Nous aurons à les introduire. Et juste après, il y aura la série des questions et réponses avant de clôturer la cérémonie par la remise de certains brevets et certificats par le Comité national de la CCFC. Sans plus tarder, nous invitons Madame la Présidente de la CCFC Ouran, Madame Nadège, à prendre la parole pour son mot d'ouverture. Monsieur le Président de la CCFC nationale, Monsieur le Vice-président de la CCFC nationale, Messieurs les présidents et délégués des communautés sœurs et amis, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais tout d'abord de façon laconique vous exprimer ma profonde gratitude et vous souhaiter, au nom de toute la communauté congolaise de Wuhan, la bienvenue parmi nous en l'occasion de ce forum que je veux de tous mes vœux événementiel et historique. Je le veux événementiel parce qu'il est le tout premier et donc constitue la séance inaugurale de Congo Forum, œuvre de la diaspora estudiantine congolaise de la Chine, réunie au sein de la CCFC et consorts, et sera suivi de la remise des brevets de mérite à quelques compatriotes pour leur dévouement à la communauté. Et ensuite, je le veux historique parce que désormais, il est inscrit dans les archives et dans l'historique, non seulement de notre communauté locale, mais aussi de la grande communauté CCFC et ses communautés alliées ou sœurs. Je voudrais tout particulièrement saluer la disponibilité de nos 4 intervenants de cet après-midi qui, en dépit de leur pluie d'occupation, ont pu consacrer leur temps à nous préparer cette séance inaugurale. J'espère que plusieurs autres vont emboîter les pas. Avant de laisser la place au président de la CCFC pour l'ouverture solennelle du forum, je voudrais également témoigner ma reconnaissance de manière spéciale pour la présence des responsables et délégués des communautés amies. Je cite la communauté congolaise de Brazza, la communauté malienne, la communauté centrafricaine, la communauté burundaise et la communauté béninoise. Pour toutes les fois qui se montrent coopératifs et allègrent à se joindre à nous à chaque fois que nous leur lançons une invitation. Soyez-en sincèrement remerciés. Il me serait irrémissible si je ne remercie pas le comité organisateur qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Coup de chapeau à vous et faites encore mieux que ça à la longue. Pour ne pas abuser de votre patience et de votre temps si précieux, je m'en vais avec empressement inviter le président Joseph Mbale pour le mot d'ouverture. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Nadège, Madame la Présidente. Le programme a été réaménagé, Monsieur le Président, gardez votre patience.
nous avons dit qu'étant donné le retard avec lequel nous avons débuté, nous avons dû réaménager le programme. Alors, le second à prendre la parole maintenant, ce sera le monsieur scientifique de Wuhan, le président de la commission scientifique de la CCFC Wuhan, monsieur Arsène Tunga. Vous êtes invité à prendre la parole pour présenter votre nom. Bon après-midi à vous tous et bienvenue à cette magnifique salle où nous avons la fierté de vous accueillir pour cette conférence organisée par la communauté congolaise de Wuhan en collaboration avec le Bureau national des étudiants congolais en formation en Chine. Avant tout, je tiens à remercier chaleureusement le Bureau national des étudiants congolais en formation en Chine, principal financière de cette journée, qui a eu confiance à notre projet depuis le début. Je tiens à remercier Madame la Présidente des Congolais de Wuhan pour son implication et les efforts fournis à la réalisation de cette conférence. Tous les membres du comité scientifique de pilotage et d'organisation sont encore à remercier. Ils ont donné de leur temps et de leurs idées pour que ces beaux projets voient le jour et aient une portée scientifique. Je suis très reconnaissant avec les intervenants d'aujourd'hui de leur temps disposé afin d'apporter des solutions aux problèmes qui touchent notre pays. Chers compatriotes, distingués invités, si nous avons initié ces projets, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes appelés à résoudre le problème qui touche nos pays. Car le monde d'aujourd'hui est un monde de partage des idées et de réflexion. C'est très important, en plus pour nous qui sommes en formation en Chine, d'être conscients et d'utiliser la science comme un opérateur de changement afin de résoudre les problèmes qui touchent notre continent et de vivre un développement durable. Que cette conférence soit pour nous un moyen pour comprendre les problèmes qui touchent notre pays et qu'elle nous guide à trouver des solutions à ces problèmes. Que vive la communauté congolaise en formation en Chine, que vive la science, je dis et je vous remercie. Madame la présidente de la CCFC Wuhan, membre du bureau national de la CCFC, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est ici la journée que Yahweh a faite. Laisse que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Disait le roi David dans le psaume. Aujourd'hui, c'est effectivement un grand jour. Il est un jour magnifique. Et vous comprendrez comme moi qu'il fait beau aujourd'hui. La beauté de ces jours ne peut en outre être appréciée non seulement dans un cadre essentiellement géographique, nous pouvons également l'apprécier dans les cadres de l'éveil des consciences, celui que nous, Congolais en formation en Chine, déclenchons aujourd'hui. Savez-vous, chers compatriotes, que ni Montaigne, en écrivant ses essais, ni Descartes, en découvrant de nouveaux mondes, ni Bournet, en concevant un univers antédiluvien, ni Newton, en découvrant et en vérifiant par l'expérience et par une géométrie encore beaucoup plus sublime les véritables lois de la nature, ne goûtèrent des joies intellectuelles plus intenses que n'en ressent le patriote authentique
quand il mobilise toutes ses pensées, toutes ses actions pour le bien de son pays. C'est dans ce sens que nous sommes venus ici. Nous sommes venus discuter autour d'un pays qui n'a vécu que des cauchemars pendant 57 années de sa souveraineté nationale. La situation générale est alarmante. Que ce soit dans les domaines des droits humains, sur le plan socio-économique, sur le plan de la gouvernance politique économique, sur le plan humanitaire, alors que la population congolaise continue à croupir dans la misère. Oui, aujourd'hui nous sommes venus répondre à un devoir de souvenir, car la nature nous demandera des comptes. Nous sommes venus pour les Congos. Nous sommes venus afin de nous concilier avec le passé, les présents, ainsi que le futur congolais. Nous sommes venus pour discuter autour d'un pays qui a été au cœur de rêve de tous les panafricanistes, de Georges Padmore à Aimé Césaire, jusqu'à France Fanon, qui en a même fait la cachette du revolver Afrique. Un pays qui malheureusement marche à genoux. Un pays qui retourne à la nuit des temps malgré ses vastes et fabuleuses potentialités, tant au niveau du sol, sous-sol, humain, halieutique et dans tous les registres de minerais. Nous sommes venus pour nous remettre en question au sujet de ces pays qui est devenu la risée du monde entier. Ces pays qui nous a vus naître, ces pays qui aujourd'hui nourrit la contrebande mondiale de minerais. Un pays dont certains ont fait la capitale mondiale du viol. Un pays blessé, un pays outragé, un pays où le peuple est réduit à un état de non-humain afin qu'il ne puisse pas raisonner, afin qu'il ne puisse pas réfléchir, afin qu'il se sente impuissant et qu'il abandonne la lutte pour sa liberté. Nous sommes venus parce que nous estimons que si les problèmes du Congo n'est pas résolu, le problème de l'Afrique ne sera pas non plus résolu. Car le Congo devrait être un pays qui joue un rôle important en Afrique. Il est plus que temps d'arrêter de prendre le Congo comme une victime. Nous devons en faire un acteur. Chers compatriotes, personne ne peut comprendre qu'un pays aussi riche, qui fait quasiment partie des 5 pays les plus riches au monde, potentiellement, avec le Canada, la Russie, la Chine, le Brésil, les États-Unis, je dis bien potentiellement, comment ce pays peut-il se retrouver bon dernier en matière d'indice de développement humain? C'est un paradoxe. J'estime donc qu'il y a une bataille intellectuelle, une guerre d'idées à mener. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la balkanisation du Congo. Des grands centres de recherche en ont même conceptualisé des théories et des actions scientifiques allant dans le sens que les Congos seraient trop grands pour être gouvernés par un seul centre. À nous, savants congolais, de trouver des contre-arguments à ces pensées néocolonialistes. L'idée peut-être avec l'idée, c'est qu'un Congo fort, grand, peut profiter à toute la sous-région, voire même à toute l'Afrique. Il y a lieu de rappeler que déjà dans les années 60, le prix Nobel de l'économie Rostov, je pense que les économistes ici connaissent cette histoire, après ses séjours au Congo, expliquait dans son rapport final qu'un Congo viable, fort, grand, ayant de bonnes infrastructures de transport, serait à même véritablement d'enrimer toute l'Afrique à sa croissance.
Et donc, je pense que c'est ça la grande bataille d'idées à mener. Dire par exemple que le secteur minier peut être mis de côté et que le Congo, c'est avant tout une population, c'est 150 millions d'habitants à l'horizon 2050. C'est les secteurs que l'on peut développer, c'est les tertiaires, c'est les secondaires, c'est pas forcément le minier. Et qu'un Congo fort, grand, ne peut en aucun cas être considéré comme une menace, c'est plutôt un pôle de stabilité pour toute une région. C'est donc en raison de cela, mesdames et messieurs, que nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour réfléchir autour de voies et moyens pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Soyez donc tous le bienvenu à ce forum. Et je vous prie de participer activement dans les échanges afin qu'au sortir de ce forum, que nous soyons tous métamorphosés par la connaissance qui s'en dégagera et que cela puisse constituer pour nous une trame de fond d'un engagement citoyen dans l'optique de la reconquête de la dignité du Congo. De vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas aussi, un des acteurs clés dans l'organisation de l'événement de cet après-midi. Puisque je vois qu'il n'a pas de temps de parole, je demande à M. Marc, le vice-président, de se lever et de se présenter à tout le monde pour qu'on le voie. Prière de l'applaudir, s'il vous plaît. Je reprends mon nom de Marc Assonga, je suis candidat PhD en Business Administration à Refait. Donc voilà, merci. Soyez bienvenus. Merci beaucoup Marc, c'est le pacemaker de la cérémonie de cet après-midi, de notre activité de cet après-midi, qui consiste à l'exposé de nos différents intervenants. Mais avant, et comme l'a souligné le président, nous aimerions insister sur un point. Les différents intervenants ne sont pas nos enseignants ou nos professeurs. Ils vont nous donner les grandes lignes directrices sur lesquelles tous et chacun est appelé à réfléchir et même à contribuer à travers ces questions ou ces recommandations. Notre premier intervenant va nous parler du droit. Il s'agit de M. Sam Yakuso. Je vous prie de vous lever, M. Sam. Avant de commencer, je vais d'abord commencer par prononcer des mots. Le premier, c'est félicitations au Comité national de la CCFC Chine ainsi que la CCFC Wuhan de penser qu'aujourd'hui nous pouvons organiser un forum pour le Congo, pour penser le Congo, penser pour notre cher pays. Et deuxièmement, remercier le choix qui a été porté sur ma personne pour aujourd'hui parler de la contribution du droit au développement durable de la RDC. On peut avec raison se demander comment le droit peut contribuer au développement durable d'un pays. Ou encore, pouvons-nous nous développer ou pouvons-nous atteindre le développement durable sans penser au droit? Chers amis, depuis que j'ai été choisi, je n'ai accordé aucun sommeil à mes yeux ni repos à mes paupières. Parce que comme l'a si bien dit le président, nous avons un pays qui est potentiellement riche. Un pays qui peut nourrir toute l'Afrique et pourquoi pas tout le monde entier. Mais ce pays est à genoux. Ce pays pleure. Nous sommes comme une souris qui meurt de faim dans un sac d'arachide. Mais qu'est-ce qui ne va pas au Congo? C'est ainsi que j'avais laissé mon esprit
courir les flots et les vagues de la réflexion, comme le fait si bien Maître Joël Malingo. Mais une question, par où commencer? Qui interroger pour avoir des réponses? Développement durable, quid? C'est par là qu'il faudra commencer. Nous analysons aujourd'hui les voies et moyens pour le développement durable de la RDC. Pas n'importe quel développement, mais le développement qui est voulu, durable, qui est durable. Voilà pourquoi ma première question à cette raison consiste à demander c'est quoi la quiddité du développement durable. En d'autres mots, développement durable, quid? Celle-ci m'a répondu. Il m'a donné une définition qui a été acceptée en 1987 au cours de la 3e conférence des Nations Unies sur la Terre à Rio. Et quelle est sa réponse? Elle dit ceci. Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt général appliquée à la croissance économique et reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux d'une planète globalisée. En d'autres mots, nous dirons, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles ou présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Donc, en se développant, nous devons non seulement faire l'effort de satisfaire nos besoins, nous qui sommes la génération actuelle, mais nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui viendront après nous. Nous devons aussi penser à notre progéniture. Ils vont hériter quel monde? Ils vont, ou bien elles vont hériter quel Congo? Nos enfants, nos petits-enfants, devront-ils hériter un Congo à genoux, comme l'a si bien dit le président? Quel Congo nos parents ont trouvé? Un Congo au même niveau que le Canada. Mais nous les enfants, quel Congo on a trouvé? Un Congo où, quand on parle du Congo à un Chinois, il fait un signe d'une guerre, de la bataille. Le Congo de Lumumba, Congo de Mobutu, Congo de Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui un Congo de viol, Congo de la famine, Congo où il n'y a pas de route, il n'y a pas de vie, où tout le monde plaire. Et comme avocat, je me dis, le Congo reflète même ma toge, ma robe noire que j'ai portée, une société endeuillée. Mais devons-nous ici, nous autres, rester en train de pleurer ou nous lever pour dire non? Le Congo a ses dignes fils qui sont, comme l'a si bien dit le président, des savants aussi, qui peuvent réfléchir pour aller de l'avant. Voilà pourquoi la touche des avocats, je sais que Maître Ilunga il ne va pas me contredire, il y a un raban blanc, l'espoir. Et c'est exactement ça le droit. C'est exactement ça, le rôle du juriste, la contribution du droit au développement durable de la RDC. Je vais continuer. Donc j'ai dit, c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes qui nous sommes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux lèvres. Mais ce développement durable est assis sur des piliers. J'ai encore interrogé la dernière raison. Mais quels sont les piliers du développement durable? Et celle-ci m'a répondu. Et sa réponse est celle-ci. Ce développement repose sur 3 piliers interdépendants. Quand on parle du développement durable, on voit d'un côté l'environnement, le social et l'économie qui doivent aller
ensemble. Quand vous faites votre entreprise, pour avoir des profits, pensez au social et ne compromettez pas l'environnement. C'est ainsi qu'elle m'a répondu que nous avons 3 piliers. Pour continuer, elle ajoute en disant, ce développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable. Il faudrait qu'il y ait la bonne répartition des ressources. Comment comprendre qu'à l'université, l'assistant touche $100, le professeur $2000? Et vous voulez que ces messieurs un jour finissent sa thèse? Comment voulez-vous que, par exemple, un monsieur touche un salaire qui ne lui permet pas de vivre décemment? Mais nous voulons aller au développement durable. Le président Mobutu l'a si bien dit. Si nous ne devenons pas responsables de notre devenir, si nous n'associons pas l'environnement, l'économie et le social, nous serons comme l'octogénaire, sans toit ni abri. Nous serons comme un vieillard, comme un mendiant à bout de route, qui n'a droit qu'à la pitié et pour lesquels nous n'avons aucun droit. Et voici le chemin pour résumer le développement durable partant de ces 3 piliers. L'environnement, l'économie et le social. Là où ces 3 cercles se rencontrent, ça forme le développement durable qui doit être socialement équitable. Mais le Congo, nous voulons analyser les voies et moyens pour amener notre cher pays au développement durable. Mais avec qui devons-nous faire? Avec quel acteur? Voici pourquoi cette question est posée. Quels sont les acteurs pour le développement durable? Non seulement pour le Congo, mais aussi et surtout pour le monde. On ne peut atteindre ces objectifs qu'en associant 3 acteurs. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs que si chaque acteur peut bien jouer son rôle, en commençant par l'État, en passant par les entreprises, ainsi que la société civile dans laquelle vous et moi sommes inclus. Si un des acteurs ne joue pas son rôle, nous ne pouvons pas atteindre le développement durable. Et c'est là nous devons obéir à un certain nombre de principes, notamment les principes de précaution, notamment la participation, notamment la solidarité, ainsi que les principes de responsabilité, qui veut que chaque individu puisse jouer son rôle. Ne dites pas qu'il n'y a que les autres qui peuvent faire. Et quand je suis au Congo, souvent, vous voyez quelqu'un en train de commettre ou de faire des bêtises, tu lui dis, mais ce qui se passe? Il te répond à lingala, mais je le dis en français. Est-ce que c'est à moi de ranger ce pays? Pour dire à lingala, est-ce que et j'étais surpris de voir aussi une autorité congolaise qui a dit oubliant le principe de la responsabilité. Chaque individu doit assumer ses actes, sinon c'est une peine perdue. Alors, avant de démontrer la contribution du droit, je voudrais au moins que nous puissions ensemble comprendre quels sont... Merci beaucoup pour votre plaidoirie, maître. Mais je vous tiens à vous rappeler que vous n'avez que 15 minutes au départ. Donc faites un effort pour nous démontrer actuellement la contribution du droit. Alors, je vais vous inviter à lire les textes après. Mais pour le moment, je voudrais vous démontrer la contribution du droit au développement durable. Mais il faut d'abord commencer par nous demander qu'est-ce qu'est le droit au fait? Et pourquoi ces titans
ce machin, ce Dieu qu'on appelle droit, est le seul acteur, ou c'est vraiment ce dont nous avons besoin pour arriver un jour au développement durable. Le droit est à la fois une prérogative, donc un avantage qu'on nous reconnaît à nous en tant que sujet des droits, mais c'est aussi une obligation. C'est-à-dire le droit est un ensemble de règles normatives édictées par l'autorité compétente pour assurer à la société l'ordre le plus favorable. Le droit contribue à établir un cadre législatif ou normatif, c'est-à-dire donner des lois, des règlements, des conventions, et aussi à établir un cadre institutionnel, parce que si le droit est dicté et que ce n'est pas appliqué, ça reste une lettre morte. Le droit doit trouver application. Voilà pourquoi chaque acteur, chaque institution doit obéir à la loi. Et quand on n'obéit pas, ça implique la responsabilité. On répond de ses actes. On répond de ses actes. Voilà pourquoi le droit est nécessaire, parce que même si l'on veut faire la médecine, par exemple, sans encadrement du droit, le médecin fera perdre n'importe quoi, le malade ne va pas obéir au médecin, ainsi de suite. Ce qui fait que pour atteindre le développement durable de notre pays, nous devons aller à l'application du droit. Nous devons conformer le droit ainsi que la pratique. Si tout le monde peut obéir à la loi, les choses vont marcher. Et c'est exactement ça, la force des autres pays. Donc le Congo doit arriver à établir l'état des droits. Un état où la loi est au-dessus de tout le monde. Un état où tu ne peux pas crier si un roulage parce qu'il est interpellé, mais c'est déjà vu les codes de la route. Un État comme la Chine, par exemple, bien que ce n'est pas un modèle des droits de l'homme, mais il y a la loi qui est appliquée. Quand nous nous promenons en Chine, nous sommes conscients qu'à tout moment ici, si j'ai commis une bêtise, je peux être interpellé parce que l'État existe. Voilà pourquoi, pour ne pas abuser de votre temps et ne pas prendre votre temps en otage, je vois déjà le docteur de me regarder. Je voudrais pour conclure nous interpeller tous. Tout ce que nous faisons sans les droits est nul. Parce qu'il y a ubiquité du droit. Donc, nous avons déjà des lois. Nous avons au pays des lois, nous avons des institutions, mais le droit n'est pas respecté. Nous devons appliquer les droits à la lettre. Vous verrez, le pays va avancer, chacun va jouer son rôle. En commençant par le plus petit jusqu'au plus grand. Imaginez une société sans droit, mais c'est la jungle. J'ai dit, je vous remercie.